Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour ce Journal Club, on va parler d'un article qui est sorti il n'y a pas longtemps, en fin d'année dernière, et qui s'intéresse au parcours non académique des chercheurs en se focalisant sur un échantillon de docteurs en Espagne. Donc, c'est un article qui est paru dans la revue Studies in Graduate and Postdoctoral Education et qui a été mené par une équipe espagnole qu'on connaît un peu, parce ils font partie d'un groupe de chercheurs dans le SIG24, donc un groupe de chercheurs en Europe, qui sont concrètement dans les réseaux de télé et de moi. Et c'est aussi un groupe de chercheurs avec qui on a potentiellement des appels à projets en cours. Donc là, l'article a été coécrit par 3 doctorantes slash postdocs et une chercheuse, donc Marina Garcia, Christa Weiss, Laura Carina et Montserrat Castello. Et Montserrat est une des chercheuses en Espagne qui bosse le plus sur le doctorat là-bas et qui est plutôt bien implantée dans les réseaux européens. Donc c'est un petit groupe de chercheuses en psychologie slash sciences de l'éducation qui s'intéressent beaucoup aux carrières des docteurs en Espagne principalement et en particulier aux carrières non académiques, euh, surtout en termes de déterminants et de comment ça se passe. Et pour ceux que ça intéresse, elles font partie d'un projet qui s'appelle le projet ECRID, qui a quelques années ou qui avait été financé. Et du coup, elles ont un site internet sur le Researcher Identity Development qui résume, enfin, qui recense un petit peu différentes études et différentes ressources issues de leurs recherches sur les dernières années. Donc, elles donnent un peu de contexte dans leur article que j'ai repris pour expliquer un peu le doctorat en Espagne et en quoi c'est comparable ou pas avec le doctorat en France notamment. Et c'est finalement assez comparable. En Espagne, ils ont un système qui est aussi structuré autour d'écoles doctorales qui gèrent la formation doctorale. Ils ont aussi, depuis une dizaine d'années, et en particulier depuis ces 5 dernières années, des réformes qui visent à améliorer les transitions, en particulier non académiques, des docteurs, donc avec des focus sur la formation et sur les compétences et sur les liens avec le secteur privé. Ils ont une durée moyenne de thèse de 3 à 4 ans, ce qui correspond à ce qu'on a aussi chez nous, en France, en tout cas. Ils ont aussi des grosses différences disciplinaires entre les sciences STEM, sciences du vivant et SHS, en particulier en termes de financement ou de même de façon de conceptualiser le travail de recherche. Comme chez nous, ils ont 2 choix possibles pour la soumission finale du manuscrit, c'est-à-dire soit des thèses sur article, soit des monographies, avec, comme chez nous aussi, des STEM qui font plus souvent des thèses sur article et des SHS qui font plus souvent des monographies. Et comme chez nous, leurs doctorants soulignent des difficultés à poursuivre leur carrière dans le privé, à identifier leurs compétences et à valoriser leurs compétences. Peut-être pas comme chez nous, par contre, il y a quelques petites différences. Ils ont un système qui est beaucoup plus académique, je dirais, en tout cas au niveau du doctorat. Et donc, pour l'instant, très peu de collaboration entre le privé et le public. Ils ont un système qu'ils appellent les doctorats industriels. C'est un peu comme des sites un peu plus poussés sur l'aspect privé, mais ils en ont très peu. C'est un système qu'ils essaient de développer, mais qui est pour l'instant très peu développé, très peu fréquent. Et ils ont aussi un taux de doctorants financés qui est plus faible qu'en France au global, avec seulement 52% des thèses qui sont financées. Donc concrètement, la grosse différence, je dirais, c'est qu'ils ont une sorte de professionnalisation du doctorat qui est un peu plus faible que chez nous. Et du coup, c'est pas dit dans l'article, mais des doctorants qui sont probablement plus étudiants que professionnels ou chercheurs. Au niveau de cet article-là, donc ils se centrent sur les perspectives, les trajectoires non académiques, euh, du fait justement qu'elles sont de plus en plus favorisées et encouragées en Espagne. Ça fait suite à un travail quantitatif qu'ils avaient fait. Donc, ils avaient fait une grande étude par questionnaire, essentiellement descriptive, pour décrire les carrières des docteurs en Espagne. Ils ont souligné que dans ce questionnaire, il y avait eu un manque, enfin, que la méthode quanti ne permet pas d'aller en profondeur dans le vécu et les perceptions des participants. Et donc, ils font cette étude quali par entretien à la suite. Le but, c'est de focus les docteurs qui ont poursuivi dans le monde académique et surtout d'identifier, enfin de s'intéresser à comment est-ce que
la formation doctorale, selon eux, les a préparés ou pas à leur carrière. En termes de méthode, ils ont donc fait des entretiens avec 35 docteurs qui travaillent en dehors du secteur académique. Ils ont fait attention, en tout cas, ils ont veillé à avoir une sorte de représentation disciplinaire équilibrée. Donc, ils ont un tiers à peu près qui est dans les STEM, un tiers qui est dans les sciences sociales et un tiers qui est dans les sciences humaines. Uniquement des docteurs en début de carrière selon eux, c'est-à-dire qui ont moins de 10 ans depuis leur soutenance et qui travaillent en Espagne. Ils ont fait un questionnaire pré-entretien juste pour relever un peu les données sociodémographiques et les parcours des participants, puis des entretiens semi-directifs pour aller en profondeur sur les vécus et perceptions des participants. Ce qui est intéressant, je reviendrai dessus à la fin, c'est que leur méthode globale, c'est-à-dire une première étude quanti, une deuxième étude quali pour aller en profondeur, correspond beaucoup à ce qu'on fait nous actuellement au sein du labo, notamment via le projet ANR avec Sophie et Mathieu. C'est-à-dire une grande étude quanti sur les trajectoires et une étude quali pour aller un peu plus loin et voir ce qui se passe. Ça, j'en reparlerai à la fin. Donc, ils ont fait 35 entretiens, ils les ont retranscrits, ils les ont analysés. Pour la partie un peu technique, du coup, ils les ont analysés de façon thématique. Donc, ils sont partis du discours des entretiens pour créer des codes. Ils ont analysé les codes et à partir des codes, ils ont créé des grandes catégories d'analyse en se centrant pour cet article uniquement sur les aspects qui portent sur la formation doctorale. Dans le guide complet, dans les entretiens, il y avait des parties sur la formation doctorale et comment elle leur a servi. Il y avait aussi des parties sur leur métier actuel, la transition, etc. Ça, c'est des choses qui sont peu exploitées dans l'article et qui sont du coup pas très peu présentées. À l'issue de leur codage, à l'issue de l'analyse thématique, ils ont sorti 3 grandes thématiques en lien avec la formation doctorale, qui sont du coup sorties du discours des participants. Toute une catégorie sur les buts de la formation doctorale, toute une catégorie sur ce qu'ils ont appelé la structure et les conditions de la formation, on va dire en gros les conditions de travail pendant la thèse, et toute une partie sur les compétences développées. Et pour chacune de ces grandes catégories, ils ont identifié et catégorisé le discours des participants en 2 grandes sous-catégories, c'est-à-dire les forces et faiblesses pour chaque point, donc les points forts que les docteurs ont trouvés et les points faibles que les docteurs trouvaient, et les suggestions d'amélioration faites par les docteurs. Au niveau de leur méthode, sur les 35 entretiens, il y en avait à peu près les 2 tiers qui ont été analysés par les 3 chercheurs à la fois. Du coup, ils ont calculé leur accord interjuge par rapport aux catégories. Et le reste des entretiens étaient uniquement analysés par une des chercheuses. Et ils ont également regardé les interactions entre les 3 caractéristiques, donc entre les buts de la formation, structure et conditions, et compétences développées. Au niveau des résultats, je vais les présenter du coup section par section, enfin caractéristique par caractéristique. Premièrement, sur les buts de la formation, les docteurs ont quasiment tous mentionné que leur formation avait quand même une grande orientation académique, c'est-à-dire que ça les préparait à exercer le métier de chercheur dans le monde académique, ce qui était perçu différemment ensuite selon les métiers occupés. Très concrètement, les docteurs qui ont poursuivi dans recherche et développement trouvaient que c'était plutôt bien, c'était une force, et que ça leur avait notamment permis d'accéder à l'emploi. C'est un point sur lequel je reviendrai, mais qu'en gros, l'expérience doctorale et l'expérience de recherche a facilité leur embauche sur des postes de R&D. Pour tous ceux qui ont poursuivi en dehors de la R&D, notamment par les SHS de l'échantillon, eux percevaient cette orientation académique plutôt comme une faiblesse, exprimaient que ça leur avait pas permis de se préparer au marché de l'emploi et que c'était aussi ressenti comme un manque, enfin comme une contradiction avec le manque d'opportunités dans le secteur académique. C'est-à-dire que sachant qu'il n'y a pas assez de postes dans l'académique, ils ne comprenaient pas ou jugeaient que c'était inconsistant de les préparer à l'académique et pas au reste euh, des secteurs d'emploi. Le deuxième point qui était beaucoup ressorti, c'était une déconnexion avec le marché de l'emploi, justement. Donc, beaucoup de participants relevaient que la formation doctorale n'était pas alignée avec les enjeux du monde non académique, que ça ne préparait pas les doctorants à conscientiser les enjeux et du coup les problématiques qui pouvaient intéresser le secteur privé notamment. Et la seule exception, c'est pour les doctorants qui avaient eu des thèses
focalisés justement sur des enjeux directement appliqués. Donc les rares thèses industrielles ou des thèses qui étaient directement des thèses appliquées sur des enjeux. Par exemple, il y avait l'exemple d'une doctorante qui avait fait sa thèse en enseignement, qui travaillait dans l'enseignement secondaire à côté, et qui du coup avait pu conscientiser plus facilement pour elle les enjeux de son travail de recherche. Au niveau de la structure et des conditions de travail, il y a 4 grandes catégories qui sont ressorties, ici 2 sur la slide d'après. Le premier point, c'est le support, enfin, le soutien social, le support social et surtout le support, ce qu'on appelle le support carrière. En gros, le support pour préparer les prochaines étapes de la carrière. Il y a à peu près un tiers des participants qui ont ressenti un gros manque à ce niveau-là, avec un sentiment d'avoir mené leur travail de thèse de façon isolée, en autodidacte, d'avoir dû se préparer entièrement eux-mêmes pour la suite. C'est aussi bien des participants d'ailleurs en SHS qu'en STEM dans cet échantillon-là. Les participants ont relevé aussi qu'il y avait un gros manque de communauté, qui ne se sentaient pas faire partie, eux, de communautés, par exemple, scientifiques. Et ça fait le lien directement avec des résultats qu'on a aussi en France, par exemple, où les enquêtes du RNCB soulignent qu'il y a un manque de sentiment d'appartenance et d'intégration à la communauté scientifique chez les doctorants. Et ce qui est intéressant, c'est revenu plusieurs fois, le besoin de formation plus structurée pour se préparer. Concrètement, c'est pas dit dans l'article, mais j'ai l'impression que ce qu'ils ont pour l'instant, c'est un système un peu de formation à la carte, un peu comme ce qu'on a parfois chez nous, où les doctorants choisissent les formations qui les intéressent. Ce qu'ils aimeraient beaucoup plus, c'est des parcours structurés, tels que si vous voulez vous intéresser au secteur non académique ou si vous voulez tel métier, voici des formations qui pourraient être pertinentes pour vous, d'avoir des parcours plutôt qu'un système à la carte. Un point aussi sur l'autonomie pendant le travail de recherche, qui a été identifié pour la plupart des participants, c'est-à-dire que la plupart des doctorants, les docteurs, se sont estimés avoir été en pleine autonomie pendant leur doctorat, en particulier les STEM. C'est globalement reconnu comme une force, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui valorise énormément, qui leur est utile dans la suite de leur carrière, d'avoir été autonome pendant le PhD. Une petite différence par rapport à chez nous, c'est que, chez eux, les STEM se sont considérés comme plus autonomes pendant leur travail de recherche, les sciences humaines beaucoup moins. Nous, on a parfois l'inverse dans les sentiments, où les sciences humaines sont souvent laissées sur leur sujet de recherche en autonomie, et les STEM ont parfois l'impression d'être plus cadrés. Chez eux, les sentiments, du coup, sont un peu inverses à ce niveau-là. Je pourrais y revenir un peu plus tard. Et là aussi, sur la formation en lien avec l'autonomie, ce qui leur manque, c'est du coup la possibilité de pouvoir choisir des formations par rapport à leur projet professionnel, du coup d'avoir une offre de formation adéquate en fonction des différents projets, qui puisse être flexible en fonction de leur projet. Les 2 autres points sur la partie conditions, c'est le financement. Donc, comme je l'ai dit, beaucoup de théseuses ne sont pas financées pendant leur thèse. Sans surprise, c'est un frein à la réalisation du projet doctoral et à la poursuite de carrière. Et la grosse difficulté qu'ils ont, mais qu'on retrouve aussi chez les doctorants non financés dans les autres pays, c'est la difficulté à équilibrer la formation doctorale d'un côté avec ses exigences et le fait d'avoir souvent un travail à côté pour subvenir à ses besoins. Dernier point, mobilité et réseau. Ils les ont regroupés dans les analyses et dans le discours. Ces 2 ressources qui sont rarement mentionnées dans les entretiens, qui sont mentionnées comme des forces extrêmement importantes pour ceux qui ont l'impression d'en avoir bénéficié, ou qui ont eu des mobilités pendant leur thèse ou juste après, ou qui ont eu du réseau, qui ont l'impression d'avoir eu une ressource réseau pendant leur thèse. Et généralement, c'est exprimé comme un gros manque pour ceux qui n'ont pas l'impression d'en avoir bénéficié. Pas de grande surprise à ce niveau-là, si ce n'est que le peu mentionné, pour faire le parallèle avec nous, par exemple, les entretiens qu'on fait en France, l'importance du réseau, elle est mentionnée dans quasiment tous les entretiens, soit comme une ressource quand ils l'ont, soit comme un manque quand ils l'ont pas. Mais par contre, elle est très fréquemment mentionnée, ce qui laisse penser qu'il n'y a peut-être pas la même conscientisation ou la même structure à ce niveau-là là-bas. Dernier point dans les résultats, c'est sur la partie compétences, où du coup, ils ont regroupé, pareil, les discours des participants selon des typologies de compétences. Pour le coup, ils les ont construites eux-mêmes, basées sur les données. Ils n'ont pas forcément fait référence à des référentiels.
ou à des éléments comme ça. Et du coup, ils ont dissocié l'aspect force et faiblesse sur les différentes compétences. Le premier bloc, c'est ce qui a été appelé les compétences de recherche, c'est-à-dire être capable de mener le travail de recherche, par exemple dans sa discipline, en utilisant des méthodes et une méthodologie scientifique de façon globale. Ça, c'est une force qui a été reconnue quel que soit le secteur d'activité des participants. Donc, quel que soit le métier qu'ils font, R&D ou pas R&D, ils ont considéré que cette méthodologie scientifique ou cette rigueur scientifique, c'était une force pour eux. C'est aussi quelque chose que certains participants ont estimé avoir manqué pendant leur formation doctorale, en particulier les sciences humaines. Il y avait quelques verbatims, par exemple, de docteurs en sciences humaines qui disaient qu'ils avaient eu beaucoup de mal à acquérir cette méthodologie scientifique pendant leur thèse et qu'ils auraient aimé avoir des formations dessus. Probablement en lien avec aussi le fait qu'ils étaient peu encadrés pendant leur thèse, ou en tout cas pas encadrés de la même manière. Deuxième bloc sur les compétences cognitives. Donc ça, c'est plutôt ce qu'ils ont regroupé là-dedans, c'est tout ce qui va être capacité d'analyse et de compréhension de problèmes, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui a été reconnu comme très important, quel que soit le secteur d'activité, là encore, et aussi quelque chose qui est facilement transférable d'un secteur à l'autre. Et ça, on a le parallèle, nous, par exemple, en France, où c'est aussi une capacité, des compétences qui sont très facilement valorisées. Et on a énormément de docteurs post-thèse qui disent que ils voient les choses différemment et réfléchissent aux choses différemment dans leur métier, et que c'est quelque chose qui leur sert au quotidien, qu'ils soient en train de faire de la recherche ou n'importe quel autre secteur d'activité. Un point plus problématique sur l'acquisition, en tout cas, c'est les compétences dites interpersonnelles. Donc, la démarche réseau, le fait de pouvoir parler, de communiquer, de créer des contacts avec des personnes. Ça, c'est quelque chose que les participants ont fortement associé aux communications académiques, notamment au fait d'aller en colloque et de présenter ses travaux en colloque. Et avec un ressenti, du coup, qui était très varié à ce niveau-là, c'est-à-dire que certains participants trouvaient qu'ils avaient acquis ces compétences pendant les thèses grâce à ça, et que ça leur servait dans leur métier actuel. Et d'autres participants déploraient au contraire que ils avaient uniquement eu ce contexte-là, de colloque, pour développer ces compétences-là, sauf que c'était pas du tout adéquat avec la façon de communiquer dans leur métier, et que du coup, ils avaient un manque sur comment interagir avec les autres dans leur secteur d'activité. Et de façon générale, c'est quelque chose qui a été ressenti comme difficile à acquérir, et sur lesquels ils auraient aimé avoir plus de formation, plus d'expérience pendant la période doctorale. Les trois autres blocs de compétences qui ont été identifiés, ce sont les compétences disciplinaires, donc on va dire vraiment l'expertise liée à la discipline. Celle-là, elle a été perçue comme utile uniquement pour ceux qui l'utilisent directement dans leur métier, et pas du tout par les autres. Et notamment en lien avec le côté doctorat, l'autre point, c'est que ça leur permet d'être perçus comme des experts dans leur métier. Du coup, ça leur renforce ça leur donne une certaine légitimité perçue aux yeux des autres. Ça, on le retrouve d'ailleurs aussi en France dans les entretiens qu'on fait. Les docteurs ont souvent ce sentiment d'être perçus comme des experts, pouvoir avoir réponse à tout, même si eux-mêmes se sentent pas du tout experts, généralement. Les compétences de planification de carrière, ça, c'était un gros manque pour tous. C'est-à-dire que tous les docteurs de l'échantillon ont relevé des manques de préparation sur la suite, la préparation de la suite, et des manques de formation là-dessus. Et pour le coup, ils l'ont à deux niveaux, aussi bien sur s'ils avaient voulu faire une carrière académique, mais ils ne se sentaient pas du tout avoir les codes pour et les cordes pour. Donc, manque de préparation et d'information sur les opportunités et comment les atteindre. Et sur la partie non académique, le gros manque, c'était identifier les opportunités possibles. Donc, ne presque savoir quoi faire avec un doctorat si ce n'est pas dans le monde académique. Et l'autre gros manque, c'est le manque de conscientisation des compétences et de leur utilité professionnelle. Donc, il y avait les deux points, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas forcément compte des compétences qu'ils ont. Ils ne se rendent pas forcément compte des compétences qui peuvent être utiles ou pas dans un secteur d'activité donné. Et dernier point, compétences de gestion et de financement. Gestion au sens de gestion de projet ou gestion managériale. Ça, elles sont perçues comme un manque pour ceux qui en ont besoin dans leur métier. Donc, c'était pas tout l'échantillon. Mais ceux qui avaient, on va dire, des grosses responsabilités à ce niveau-là ne se sentaient pas préparés avec un doctorat pour les prendre. Donc,
Globalement, si je résume un petit peu tout ça, euh, chez les docteurs qui ont poursuivi en recherche et développement, globalement, eux se sentaient bien préparés avec leur formation doctorale. Les compétences leur paraissaient adéquates, l'expérience qu'ils avaient eue en thèse leur paraissait cohérente. Ils ont globalement l'impression que le doctorat est très valorisé dans leur secteur. Et pour le coup, c'est même souvent une différence avec le contexte français, c'est qu'ils ont même l'impression que le doctorat était un prérequis indispensable pour atteindre leur emploi. Je reviendrai sur la différence France et Espagne là-dessus, mais en France, souvent, même ceux qui poursuivent en R&D ne sentent pas forcément que le doctorat est un prérequis et sentent que des ingénieurs, par exemple, auraient peut-être pu faire le poste et que le doctorat permettait peut-être de se démarquer, mais n'était pas indispensable pour le poste. En Espagne, ils ont plus l'impression que le doctorat était indispensable. Ça, c'est pour ceux qui poursuivent en recherche et développement. Ceux qui ne poursuivent pas en R&D, par contre, ont des poursuites et une valorisation du doctorat qui est plus compliquée. Donc, ça reprend des points que j'ai déjà dit, mais ont plus de mal à identifier les opportunités et comment eux se situent par rapport aux opportunités, ont plus de mal à voir les compétences utiles et celles qu'ils peuvent valoriser, et ont surtout globalement le sentiment de ne pas être préparés et de ne pas avoir reçu d'aide à la préparation, que ça vienne de la formation doctorale, de leur encadrant ou d'autres choses. Ils ressentent un gros manque à ce niveau-là. Globalement, ils perçoivent tous que le doctorat, c'est une force, ça leur a donné des compétences utiles et c'est quelque chose qu'ils ne regrettent pas dans leur métier. Et ce qu'ils déplorent, c'est plus le manque de préparation et le manque de formation pour faciliter les transitions. Un petit point sur les limites méthodo ou théoriques de l'article, et après je ferai le petit point avec notamment la France. Les limites explicites données par les auteurs, elles sont assez maigres finalement. La seule limite qu'ils donnent, c'est que leur analyse pour l'instant s'est limitée au champ de recherche, c'est-à-dire sciences humaines, sciences sociales et STEM, et qu'ils n'ont pas fait d'analyse par discipline plus précisément. Là-dessus, il y a d'autres limites que je trouve qu'on peut souligner aussi. Le premier, c'est qu'il n'y a pas vraiment de conceptualisation théorique derrière. C'est une analyse très descriptive de comment ça se passe. Il y a très peu de regard sur les facteurs ou les déterminants. Par exemple, moi, en lisant l'article et les verbatims, quelque chose qui avait l'air de faire du sens assez facilement, c'est que les pratiques d'encadrement reçues pendant la thèse changeaient beaucoup la perception de support perçue pour la thèse. Donc le sentiment d'être encadré ou pas, d'avoir beaucoup d'autonomie ou pas. Et dans d'autres verbatims, c'était directement lié avec les compétences. Ceux qui avaient l'impression d'avoir eu des compétences, c'était aussi ceux qui avaient été un peu guidés dans percevoir ces compétences-là. Et derrière l'impact carrière. Voilà. Ce genre de petits modèles, en fait, ils ont plein de données pour l'étudier, mais ils s'y intéressent pas du tout, que ce soit dans le cadre théorique ou dans leur analyse. Et l'autre limite, à mon sens, c'est que du coup, là, ils se focalisent beaucoup sur la formation doctorale et comment elle a été perçue. Et dans le guide d'entretien, ils ont plein de données aussi sur la préparation, la transition, le métier exercé, mais ils ne font pas le lien entre les deux. Donc le lien entre la préparation doctorale et finalement comment ça se passe après la thèse, ils ne l'ont pas analysé dans cet article-là. Et dernier point, du coup, par rapport à la France, ce qui est intéressant, c'est que globalement, ils ont plein de constats que je trouve extrêmement similaires avec des constats qu'on observe nous aussi en France dans les enquêtes qui sont publiées ou même dans les données que nous on récolte, avec quelques différences, mais globalement les mêmes problématiques, et notamment les mêmes problématiques que celles qu'on observait en France il y a, par exemple, 10 ans. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, je le disais, nous, via le projet ANR sur lequel on travaille avec Sophie et Mathieu, on a une partie du projet qui suit une méthode très similaire, c'est-à-dire un questionnaire qui est diffusé à des docteurs pour voir leur poursuite de carrière et des entretiens pour rentrer plus en profondeur sur les vécus, les ressentis, les perceptions. Euh, après, avec quelques différences méthodologiques dessus. Mais ce qu'on observe du coup en termes de différence dans tout ça, premièrement, la grosse différence, à mon sens, c'est une perception différente de la valorisation du diplôme de doctorat. En Espagne, ils ont la sensation que le diplôme est valorisé et reconnu, quel que soit le secteur. En France, les retours qu'on a, c'est que le diplôme est peu valorisé et peu reconnu, quel que soit le secteur. Et pour le coup, on a beaucoup de docteurs qui, justement, trouvent que le doctorat, la formation était très utile, mais que le diplôme lui-même, le titre de docteur, n'est pas valorisé et ne leur sert pas spécialement dans l'accès à l'emploi. C'est plus les compétences et l'expérience qu'ils ont accumulées.
En France également, il y a une meilleure perception ou préparation des projets professionnels. En tout cas, depuis quelques années, c'était sûrement pas autant le cas avant. Mais nous, dans les entretiens qu'on a eus, les docteurs, ils avaient quasiment tous un projet réfléchi, ou en tout cas, ils ont réfléchi à leur projet pendant la formation. Et ils voyaient à peu près les opportunités. C'est pas le cas pour tous, mais c'est nettement plus le cas que dans cet échantillon espagnol. Il y a aussi une conscientisation des compétences qui avait l'air d'être beaucoup plus forte. Autant en Espagne, dans les entretiens, le discours sur les compétences était assez abstrait et assez éloigné. Autant en France, quand on leur parle de compétences, souvent ils voient ce que c'est et ils savent qu'ils sont censés avoir telle ou telle compétence. Donc même s'ils ne le conscientisent pas forcément, la notion de compétence, elle est un peu mieux perçue. Et l'autre dernière grande différence que j'ai relevée, c'est sur le sentiment d'autonomie, ce qui est assez intéressant. Eux, dans leur étude, les STEM se sentaient plus autonomes que les SHS, en tout cas dans la conduite de leur projet doctoral. Nous, on a souvent le regard, l'expression inverse en France. C'est-à-dire que souvent, nous, chez nous, les SHS sont un peu maîtres de leur projet. Ils le proposent, ils le mènent un peu en autonomie, voire parfois avec très peu d'interaction avec un encadrant de thèse. Et par contre, les STEM se sont parfois trop encadrés parce qu'ils font leur thèse sur un projet spécifique, très délimité, très défini au départ. Ils ressentent parfois un manque de prendre en main eux-mêmes le projet et devenir acteurs de leur projet de thèse. Voilà pour le résumé de cet article. Merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Oui, Amandine. Merci beaucoup, Alexandre. C'est intéressant de voir ce qui se passe pas loin. Sur l'échantillon, pardon. Quel est le niveau de seniorité des 35? Est-ce que c'est des gens qui sont sur leur premier poste après le doctorat, sur leur 10e poste? Je te pose cette question parce que sur la plus-value perçue du doctorat, c'est souvent aussi sur la durée qu'elle est conscientisée. Et du coup, voilà, je voulais savoir un peu comment c'était. Non, j'ai pas l'information, enfin, ils ne donnent pas l'information. Le seul critère qu'ils donnent, c'est moins de 10 ans depuis la soutenance, qui est très large. Ouais. Et ils ne donnent pas de moyenne, il n'y a pas d'indication chiffrée à ce niveau-là, donc j'ai pas l'info. Mais effectivement, nous, on le voit aussi en France. Les ressentis sont pas les mêmes entre les tout jeunes docteurs, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui viennent de soutenir et qui ont leur première expérience, Mm. et ceux qui ont 3 à 5 ans après, qui déjà ont une conscientisation beaucoup plus forte de C'est voilà clair. ce que le doctorat me permet de faire. C'est clair. Et puis, au moins qu'ils aient eu un deuxième poste, quoi que ce soit pas leur premier poste après le doctorat, ça me semblerait important pour tirer des conclusions. Et puis, forcément, il y a des trucs qui font écho à des travaux qu'on a fait. Alors, que ça soit des travaux anciens, hein, une publi de Marina où on était allé regarder les différents déterminants de manière, je pense, plus fine que ça. Et effectivement, moi, ça m'a manqué dans ce que tu as dit, parce qu'ils regardent assez peu ce volet-là. Donc, les déterminants qui vont impacter, déjà sur ce qui se passe pendant le doctorat, mais aussi sur les expériences qui ont suivi. Et puis notre public, on avait fait avec Élodie Chevalier qui s'appelait Docteur mais pas chercheur, qui est l'usage et représentation des compétences scientifiques et transversales, et où c'est vraiment en miroir à ce que tu disais sur le fait que finalement, ils conscientisent le fait qu'ils apportent une autre manière de réfléchir aux problématiques, etc., par ce que leur apporte leur environnement direct, et notamment quand ils sont pas plus chercheurs, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que sur le moins autonome, SHS moins autonome que les STEM, ce sera fouillé, quoi. Dans les extraits de verbatim sur le côté autonome, les seules choses qui ont l'air de ressortir, c'est que je pense que c'est en lien un peu avec le sentiment hiérarchique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans les SHS chez eux, surtout sciences humaines, ils doivent suivre absolument l'avis de leur directeur de thèse. Et donc, si leur directeur de thèse leur dit c'est tel projet ou telle idée qu'il faut suivre, ils n'ont pas d'autonomie pour faire autre chose. Versus les STEM où ils ont l'air de pouvoir un peu plus proposer leurs idées et co-construire avec leur directeur. J'ai l'impression que c'est ça, mais il n'y a que 2 verbatim dessus, donc c'est un peu restreint pour interpréter.
Ok, ok. Merci. Mais après, ouais, juste pour rebondir vite fait sur la partie Ouais. conscientisation, on en a beaucoup, nous, dans les entretiens en France, qui confirment aussi ça sur ce côté. Ils ont pris conscience de ce qu'ils savaient faire en se comparant aux autres Mm. dans leurs autres métiers. C'est là où, en fait, ils sortent un peu du petit poisson dans la grande mare. C'est-à-dire, tant qu'ils sont chercheurs avec que des chercheurs, bah, tout le monde a l'air C'est d'être ça. top level. En fait, quand ils sortent de ce milieu-là, ils se rendent compte qu'ils ont plein de compétences uniques. Mm. Ouais, complètement. Je préviens par avance, j'ai un rendez-vous à 15h15, donc c'est pas que ça m'intéressera plus, c'est juste que je devrais être partie. Merci. Ouais, Nico? Moi, j'ai une question sur la valorisation. Tu dis que là-bas, c'est mieux valorisé là-bas qu'ici. Et ma question, c'était est-ce qu'il précise quelle forme ça prend? Est-ce que, par exemple, c'est précisé dans les offres d'emploi qu'il y a des postes qui sont fléchés docteur? Est-ce que c'est les recruteurs qui préfèrent un profil docteur contre d'autres types de profils? Est-ce que c'est les salaires? Est-ce que c'est en termes voilà, pécuniers? Voilà. Est-ce qu'il y a des petits éléments qui expliquent un peu plus quelle forme ça prend? Alors, ils les donnent pas dans l'article et j'ai pas idée de comment c'est structuré là-bas. Donc, est-ce que le doctorat apparaît, par exemple, sur les offres d'emploi directement? C'est une bonne question, en vrai, ce serait intéressant. Le, l'aspect doctorat mieux reconnu, moi, je l'ai eu souvent dans pas mal d'entretiens. Pour tous les docteurs qui viennent de l'étranger ou qui partent à l'étranger, en tout cas, ils sont très nombreux à dire que bah, c'est mieux reconnu chez eux qu'en France, donc là où ils sont, versus la France. Et souvent, le point où en tout cas ils l'expriment, c'est juste même ne serait-ce qu'en termes de reconnaissance dans la société ou autre. Le doctorat est reconnu comme un diplôme très haut niveau, et juste en termes de légitimité et de perception, ils ont l'impression que d'être au statut dans ce pays-là, alors qu'ils n'ont pas ce sentiment-là quand ils sont en France. Mais c'est possible qu'il y ait aussi du coup d'autres facteurs, notamment sur les offres d'emploi. Je crois qu'Amandine, tu voulais rebondir dessus. Ouais, juste pour dire, en fait, il y a moins la dualité école d'ingénieur Mm. versus docteur. Parce que c'est pas structuré pareil, l'enseignement supérieur. Et effectivement, dans les dans les offres d'emploi et dans les profils, les gens vont mettre Master of Science, virgule PhD, etc. Enfin, ils vont vraiment mettre en exergue plus facilement le PhD, mais comme étant en comparaison au master. Alors que nous, les docteurs, ils bataillent par rapport aux ingénieurs. Ouais, ok, je vois, merci. Ouais, Laurence? Oui, merci pour la présentation. Oui, je pense qu'effectivement sur cette, vous m'entendez bien? Ouais, ouais, ouais. Ah oui, OK. C'est une problématique assez française, en effet, cette histoire de valorisation. Vous avez dit les raisons. Moi, j'avais une autre question, c'est, combien tu en as qui ont fait un doctorat sans financement? Dans cet échantillon-là, Ouais. pareil, ils ne donnent pas la valeur. Le seul truc qu'ils donnent dans le contexte général, si je reviens dessus, c'est qu'en Espagne, tu as un docteur sur deux à peu près qui est financé. Un doctorant Ah sur deux oui, qui est financé. c'est énorme. Ça, je suis Énorme. hyper surprise, ouais. Dans quel En sens? Belgique, on ne le fait plus, c'est-à-dire que ceux qui n'ont plus de financement, ils les arrêtent, on les démarre plus. Ouais. Je suis surprise qu'il y ait encore autant en France aussi. Il y a encore En une. France, j'ai plus la stat précise en tête. En France, c'est un peu moins et on a beaucoup de labos maintenant qui refusent de démarrer des thèses non financées. Mais ça arrive encore beaucoup, surtout en sciences humaines. C'est parce que je vois que, enfin, la perception et les ressentis sont très différents, l'encadrement aussi. Donc, c'est un des critères qui influence fort le vécu quoi, du doctorat. Ouais, complètement. Euh, Bah, nous, on le voit bien, justement en France, les sciences humaines et sociales, et surtout les sciences humaines, sont beaucoup moins financées. Les STEM sont quasiment tous financés à 100%. oui. Mais sciences humaines, je crois qu'on n'est pas loin des 50 ou 60% de financés. Du coup, 40, 50 de non financés. Mmh. Mais du coup, j'ai une question qui va peut-être aller à télé là-dessus, mais c'est quoi le positionnement européen finalement par rapport à cette question de continuer à soutenir ou encourager des thèses non financées? Quelle est la position de l'Europe là-dessus? Il y a des choses là-dessus, télé? Enfin, moi, ça m'intéresse assez bien parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de fort lié à cette question d'être financé ou pas, quoi. Peut-être que même Sophie, elle saura mieux dire dans la Ou cadre. Sophie, pardon.
Je pensais que c'était toi qui étais plus sur ces questions-là. Parce que dans le cadre de recherche de framework européenne, là maintenant, les docteurs sont considérés comme des chercheurs. Ça veut dire qu'ils ont une statut professionnel. Et quand on a une statut professionnel, on est censé être payé. En tout cas, en France, c'est très clairement indiqué au niveau ministériel par le Sylvie Pommier, etc., que l'objectif global, c'est de diminuer le nombre non financé de thèses non financées. Merci. Mais juste sur le financement, on est encore dans beaucoup de pays, mais du coup, la tradition académique avant dans beaucoup de pays, c'était de pas forcément financer les doctorants. Et du coup, tu l'as encore dans beaucoup de pays. En Espagne, c'est ça, Portugal, Italie, c'est ça aussi. Et dans les pays de l'Est, je sais pas trop comment ça se passe, mais je supposerais qu'ils ont encore beaucoup de thèses non financées. Oui, c'est des chiffres qui m'intéresseraient. Bon, je pense qu'en Belgique, il y en a encore, mais ça devient très, très rare, en fait. Il faut vraiment que la personne prouve qu'il ou elle a une certaine autonomie financière, quelque part, pour, comment dire, rassurer le directeur, directrice de thèse, voilà, qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, quoi. Et qu'il a d'autres soutiens, parce que sinon, ce risque est de moins en moins pris, quoi, on va dire. Mais ce serait intéressant de savoir un peu où ça en est. Oui, je suis curieuse. Même ça faisait partie des projets qu'on avait. Enfin, la question sur notamment les arrêts de thèse et le lien entre financement et arrêt de thèse, ça fait partie des trucs qui sont beaucoup questionnés. Oui, oui. Télé, tu avais une question? Ouais, juste pour compléter un peu, j'ai une question, mais juste pour compléter un peu, je pense qu'il y a aussi une différence dans des modèles doctorat entre les pays. Dans beaucoup de pays, on peut dire anglo-saxons, y compris certains pays nordiques, la thèse fait partie, est souvent une partie composante d'un projet de recherche. Donc, le financement et le thèse est financé alors comme une partie de projet de recherche financé par l'extérieur. Et tandis qu'en France et alors en Espagne, alors le thèse semble être une institution en soi, en fait, à laquelle on alloue de finances dédiées par le ministère. Mais moi, j'ai une autre question, enfin, un peu, je sais pas si c'est pas un peu hors sujet, mais ça m'a fait vraiment penser aux formations quand tu as présenté ta présentation, Alex. Donc, moi, cette histoire de questions de formation et surtout le manque de formation, il me semble que ça revient quand même assez souvent dans des études sur la carrière de docteur. Et donc, en même temps, on le voit à la doc et ailleurs aussi qu'il y a plus en plus de formations offertes par les acteurs privés, mais aussi par les acteurs publics. Mais j'imagine, voilà, c'est pas facile de le mettre en pratique dans les universités pour plusieurs raisons. Et de plus, il y a aussi des formations qui sont proposées ou en tout cas gérées par les acteurs un peu internationaux. On avait vu ça dans le projet cartographie, que la proportion de formation dans certains milieux disciplinaires est structurée par certaines associations au niveau européen. Donc, où je veux revenir, c'est que je me demande si la formation, ça ne pourrait pas être aussi un sujet de recherche, un objet de recherche pour nous au LEAD, enfin en tout cas du point de vue dans la sociologie, comme un objet de recherche sociologique, cette formation, c'est un objet qui permet souvent d'explorer un peu de questions liées à la socialisation, des inégalités, de production de connaissances, etc. Je pense que ça peut être est-ce que ça ne pourrait pas être un sujet un peu à la fois interdisciplinaire, mais aussi à la fois un peu scientifique, mais aussi appliqué, qui pourrait être intéressant de regarder au LEAD, selon toi. Ce qui me vient en tête et qui serait à mon avis intéressant, plus, c'est de comparer les dispositifs de formation dans différents pays, ne serait-ce qu'en Europe, pour voir les différents systèmes qui coexistent et potentiellement les points forts, points faibles des différents systèmes. Je ne sais pas quel est le ressenti formation. Là, le ressenti formation en Espagne, c'est que c'est insuffisant et qu'il y a des gros manques. En France, je pense qu'on a à peu près le même ressenti. Peut-être avec une évolution sur les dernières années, mais dans les entretiens qu'on fait, tous les docteurs qui ont soutenu, on va dire, vers les années 2016-2017, ne parlent quasiment pas des formations comme d'une ressource pour eux.
quand ils en parlent, c'est il y en avait, je les ai suivis ou pas, mais c'était pas très utile. Je l'ai pas encore analysé dans les derniers entretiens, mais j'ai l'impression que les plus récents, ceux qui ont soutenu depuis les années 2020 par exemple, voient un petit peu plus d'intérêt à la formation. Et ça suit un peu le fait que la formation doctorale, c'est un peu mieux structuré en France sur les dernières années. Mais ça reste à confirmer, c'est plus du ressenti pour l'instant. Mais ce serait effectivement intéressant de voir les dispositifs qui sont créés, offerts dans différents pays et l'adéquation que ça peut avoir. Ouais. Ouais. Et qui sont les acteurs qui proposent ces dispositifs, en fait, finalement? Est-ce que c'est des universités, des acteurs internationaux, nationaux, associations, de privés? Il me semble qu'il n'y a pas vraiment de connaissances sur cette, de manière cohérente, il n'y a pas structurée, il n'y a pas de connaissances qui est créées sur ce sujet. Non, du tout. Ok. Non, puis, du coup, de même au-delà de ça, le cadre de la formation doctorale en général, c'est-à-dire quels sont les attendus pour avoir un doctorat en termes. C'est une formation, mais du coup, il y a un peu sur les compétences qui sont développées, mais en gros, quelles sont les compétences perçues par différents pays, les activités à faire ou les choses comme ça. Ça peut être intéressant aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Dernière question avant qu'on clôt. Eh bien, merci à tout le monde. Et puis à tout à l'heure pour la réunion pour ceux qui y seront.